Et donc, votre table ronde, c'est Mona Levachère pour Forvia, Yannick Reynaud pour Open Mobility, Amélie de Valreguer pour Aivent Group et Marlène Lepage pour Stellantis. Et on va peut-être commencer avec vous, Thomas. Beaucoup d'innovations sont annoncées depuis quelques années. Vous pouvez vous asseoir effectivement dans l'ordre d'apparition. Merci beaucoup. Beaucoup d'innovations nous sont promises et nous sont lancées depuis pas mal d'années. Selon vous, 2026, est-ce qu'on va voir ces applications, ces innovations être vraiment mises en œuvre au service, un, des industriels et deux, de leurs clients, des consommateurs? Merci Christophe. Donc, je pense qu'il y a énormément d'innovations qui vont se réaliser dans la nouvelle génération des voitures. On a de l'IA embarqué, on a 3 fois plus de voitures avec des architectures électriques, électroniques centralisées sur le marché et on va avoir 30% plus de voitures ce niveau 2+ de conduite assistée. Donc tout ça, ça veut dire que la promesse technologique va enfin se réaliser dans les voitures. Ce n'est pas forcément le cas que ces innovations sont tous directement visibles ou tangibles pour les acheteurs, pour les utilisateurs, mais sous le capot ou derrière l'écran, il y a énormément de choses qui bougent. Et ça, c'est vraiment très intéressant. Mais c'est le sujet de la table ronde, donc demandons aussi aux participants. Et prenons peut-être ça comme première question pour démarrer et pour identifier les sujets de discussion. Donc, je commence peut-être avec toi, Marlène. Quels sont les sujets sur l'horizon 2026 que tu vois? Alors, je tenais à rappeler que le cap de Stellantis, ça reste avant tout d'offrir une mobilité propre, sûre et abordable à nos clients. Donc, pour ce faire, on va continuer de travailler sur 2 axes. Le premier étant l'électrification progressive. Et le deuxième axe fort, c'est le développement des softwares et l'intégration de l'IA. Et plus spécifiquement en 2026, Stellantis dévoilera sa nouvelle plateforme Stella S pour adresser les gammes des segments B et C. Et cette nouvelle plateforme aura dans son ADN les meilleurs principes de conception de l'état de l'art pour un véhicule électrique et connecté. Voilà. Parfait. Tu as mentionné le logiciel. Mona, tu es directrice Appning chez Forvia, donc petite start-up de logiciel. Quels sont tes sujets pour l'année? Bonjour à tous. Effectivement, on parle beaucoup de l'innovation. On parle de l'innovation qui sont visibles pour nos utilisateurs. Là, ce qu'on voit de toute façon chez Appning, chez Forvia, c'est que la tendance pour avoir les services et les contenus dans la voiture, ça augmente. Ça veut dire si on considère l'usage des applications dans la voiture, les services qu'on propose aujourd'hui dans la voiture, si on regarde la courbe en S, on arrive au début de la croissance. Les utilisateurs, ils ont envie de découvrir les services, comme on a l'habitude de le faire au niveau de nos smartphones, la même chose dans la voiture, qui fait que ça, en fait, c'est une grande opportunité pour les constructeurs de proposer des solutions de la valeur pour les trajets, pour le conducteur et les passagers. On voit également l'arrivée de Voice, la voix. On a déjà l'habitude, hein, on sait que ça existe dans les voitures, mais ça s'améliore. Ça veut dire on voit de plus en plus la possibilité de communiquer entre l'humain et la machine de façon très très fluide, qui nous permet à en fait découvrir le contenu dans la voiture beaucoup plus facilement. Je pense que voilà, ce qu'on fait aujourd'hui, c'est qu'au niveau d'innovation, on travaille sur les sujets et aussi avec les constructeurs, on travaille un peu sur les business models parce que les contenus arrivent dans la voiture. Aujourd'hui, on l'a. Maintenant, il faut travailler les business models parce que ça apporte, en fait, c'est les revenus additionnels pour les constructeurs et les développeurs d'appli. Donc ça, c'est un des sujets, disons, la priorité pour 2026. Parfait. Continuons la petite tour de table. Yannick, tu es directeur ingénierie chez Open Mobility. Quels sont tes sujets pour l'année 26? Merci Thomas, on les a évoqués depuis ce matin, hein, ce formidable engin de liberté qui est l'automobile. Il doit être sûr
pour tout un chacun. Il doit être abordable économiquement et bien sûr décarboné. On en parle depuis ce matin. Donc moi, mes challenges en termes d'innovation, ça serait d'amener cette sécurité dans les batteries, avec effectivement un certain nombre de règles à travers le monde, et puis surtout alléger, réfléchir au niveau système, qu'est-ce qu'on peut alléger, quelles innovations on peut apporter dans les matériaux, faire du design to weight, parce que la mairie de Paris maintenant taxe les véhicules lourds. Moi, avec une voiture du groupe un peu à droite, je ne peux plus me garer à Paris, ça coûte beaucoup trop cher. Donc on a des solutions sur les matériaux composites, sur des matériaux plastiques, pour alléger les batteries, tout en gardant le niveau de sécurité maximum, quelles que soient les chimies que l'on enclenche. Donc vraiment, cette grosse innovation, c'est avoir cette mobilité décarbonée, abordable, avec différents niveaux d'électrification, on y reviendra tout à l'heure, pour le plus grand monde en Europe. Parfait. Amélie, tu es directrice innovation, produits, consultance chez Ayvens. Ayvens, pour rappel, entreprise qui a été créée de la fusion de ALD et LeasePlan. Un peu plus de l'optique service, quels sont les gros enjeux? Merci Thomas, bonjour à tous. Donc côté effectivement plutôt leasing et services, nous on voit deux grands axes principaux qui sont sans surprise l'électrique, mais plus effectivement dans les services qui permettent la transition et la pénétration, l'augmentation de la pénétration de ces véhicules électriques. Donc effectivement, on a lancé récemment un partenariat sur la recharge avec Plugsurfing pour avoir effectivement une solution de recharge en Europe avec une seule carte, une seule application par exemple, et qui permet d'agréger tous les coûts de la recharge, peu importe où on recharge, mais dans une seule et même solution. Mais aussi, effectivement, on a lancé sur la transition pour le change management, une solution, par exemple, comme le Mobility Lab, qui permet en fait d'accompagner en fait les conducteurs et les flottes à cette transition et comprendre un petit peu les modalités. Et puis le deuxième axe principal, effectivement, c'est tout ce qui est données du véhicule et l'intelligence artificielle. Donc comprendre effectivement comment on peut agréger ces données des véhicules, fournir des nouveaux services, des nouveaux produits et orienter mieux les fleet managers dans leurs décisions grâce à cette donnée et l'intelligence artificielle. Parfait. Yannick, tu as mentionné les voitures abordables. On a déjà entendu beaucoup parler du nouveau segment 1 des voitures. Du point de vue d'un constructeur de Stellantis Marlène, quels sont les enjeux, quels sont les facteurs clés du succès pour ce nouveau segment européen des voitures abordables? Alors, je voudrais rappeler quelques chiffres clés. Quand on regarde en 2019 le nombre de véhicules vendus sur le marché, des véhicules à moins de 15 000 euros, ça représentait 1 million de voitures en Europe. Quand on regarde maintenant en 2025, ça représente 90 000 voitures. Donc on voit qu'effectivement le marché a complètement glissé, l'offre a glissé et donc on l'a pas mal évoqué aujourd'hui, lié notamment aux impacts de la réglementation. Et donc nous on considère qu'il y a un vrai challenge à pouvoir proposer à nouveau des voitures à 15 000 euros en prix de vente cible. Aujourd'hui, on a déjà une IC3 qui est proposée à moins de 20 000 euros. Donc effectivement, le challenge, il est d'aller encore plus loin. Donc un des leviers, effectivement, la discussion autour de la réglementation. On a des discussions très concrètes sur les propositions de figeage et voire d'assouplissement du contenu réglementaire. Pour ne prendre qu'un exemple, aujourd'hui, le principe du driver monitoring, la surveillance du conducteur pour éviter l'endormissement du conducteur, c'est quelque chose qui est imposé sur tous les segments d'une voiture. On peut imaginer que sur un usage plutôt typé urbain, périurbain ou des courts trajets, ce n'est pas forcément une fonctionnalité qui va apporter de la sécurité. Et donc, on peut réfléchir à assouplir le contenu technologique de ces petites voitures.
Ensuite, le principe effectivement de cette petite voiture, ça reste une voiture avant tout, mais on travaille sa compacité, donc on réduit sa masse, on réduit la taille de la batterie au juste nécessaire par rapport à ce type d'usage. On n'imagine pas une batterie de plus de 40 kWh pour ce type d'objet. Et donc là, ça permet d'enclencher un cercle vertueux de dimensionnement au juste nécessaire du châssis, de la liaison au sol, enfin de l'ensemble des composants, et donc de réduire le coût de la voiture et son empreinte carbone. Donc c'est vraiment un cercle vertueux qu'on propose. Très bien. Donc on ne sait pas encore développer une voiture en 12 mois. Donc ce n'est pas pour 26, je pense, mais probablement sur la plateforme STLA, c'est une petite prévue pour l'année 26 sur les segments B, je suppose. Alors, il y a plusieurs pistes qui sont à l'étude, mais effectivement, il faudra qu'on pousse vraiment les limites de nos plateformes pour aller chercher cette disruption en termes de coûts. Mais c'est bien ce qu'on doit à nos clients aujourd'hui, donc voilà, nous y travaillons. Peut-être juste pour rebondir un tout petit peu, on a travaillé ensemble sur des systèmes 48 volts et je pense que votre approche, à travers l'AMI, pour ne pas la citer, était une approche effectivement économique de la chaîne de traction. Vous avez un peu réfléchi, reposé le système, tu viens de le dire. Si on arrive à alléger, on baisse le système de freinage, on baisse la dimension de la batterie. Donc ayons ce système thinking pour, par rapport à un profil de mission, offrir les meilleures performances. Tout le monde n'a pas besoin d'une recharge 800 volts. Donc, on peut regarder votre offre en mild hybrid qu'on développe également pour les véhicules de type camion, et peut-être une approche économique intéressante pour un certain nombre d'acteurs. Très bien. Donc, effectivement, il faut aussi un design to wait dans le futur. On a évoqué tous les sujets autour du Software Defined Vehicle et ça se matérialise d'une part dans l'expérience à bord, donc tout ce qui est dans la cabine, et de l'autre part dans la conduite automatisée assistée. Explorons peut-être d'abord l'expérience à bord, une fois de plus, sur les sujets cabin infotainment et les sujets logiciels. Mona, si tu peux nous éclairer un peu plus. Oui, merci Thomas. Effectivement, en fait, on parle beaucoup de STV. STV donc existe. Peut-être il y a les aspects, comme tu l'as cité, qu'on le voit moins, ça veut dire sont moins visibles pour l'utilisateur. L'aspect de l'architecture électronique centrale, efficacité au niveau de coût, etc. Par contre, on le voit très bien sur l'expérience à bord. En fait, cette architecture centralisée électronique et les capacités de mise à jour over the air à distance, ça permet en fait d'avoir une voiture comme une plateforme vivante, qui n'était pas le cas avant. Avant, on avait l'habitude, on vendait une voiture et là, après, on n'était plus en relation avec le client. Là, ça a changé. Donc la voiture continue à évoluer et comme tu l'as cité, on voit très bien l'impact. Aujourd'hui, nous, chez Happening, chez Forvia, on voit très bien l'augmentation de l'usage de ce qu'on propose dans la voiture. Ça veut dire l'expérience à l'intérieur de la voiture. On avait l'habitude de voir les applications type audio, musique, podcast. On voit par exemple Spotify un peu comme un champion pour l'expérience d'utilisateur. Par contre, très intéressant, on voit l'arrivée de streaming, la demande pour voir les plateformes de streaming dans la voiture. Nous, par exemple, nous avons lancé Disney Plus avec notre partenaire BMW. Et on voit que la voiture, en fait, ça devient un peu la continuité de la maison pour le conducteur et les passagers. Et on voit également que la voiture, grâce à ses capacités de STV, ça devient aussi la continuité de travail, le bureau. Les applications qu'on les appelle les productivités, type Zoom ou Microsoft Teams dans la voiture, bien sûr adaptées à l'usage de la voiture, ça veut dire en prenant en compte toutes les réglementations pour éviter à distraire le conducteur. On voit beaucoup de demandes. On voit l'utilisateur qui utilise mieux son temps pendant les trajets, le temps de la recharge, dans les embouteillages, etc. Et on voit un écosystème qui est vraiment créé grâce à STV et l'aspect impact pour l'utilisateur. Très bien. Donc, ça, c'est SDV dans la cabine, donc l'expérience à bord. Si on regarde un peu l'autre piste du SDV, ce qui est la conduite automatisée, conduite autonome,
On a déjà entendu beaucoup ce matin sur la régionalisation du monde automobile et je pense que l'Europe va encore avoir quelques difficultés avec ça. Mais Yannick, tu connais bien le sujet. Malheureusement, tu as raison, Thomas. En Europe, on est L2, L2,5, 2,5, là où tous les Chinois sont L2,9999. Ils ne disent pas 3 pour des problèmes d'assurance et de responsabilité derrière. Après, effectivement, cette régionalisation, on a parlé ce matin, je crois que c'est François qui a parlé de Waymo, 250 000 courses payantes. On a un autre mastodonte qui s'appelle Tesla qui va lancer son robot-taxi. Donc, on a des pays ou des régions sur lesquelles le business model a été trouvé. Pas forcément encore le cas ici en Europe. Après, il y a plein d'initiatives au sein de la PFA. Il y a un groupe de travail là-dessus avec Anne-Marie Hydrac pour faire du scale-up d'expériences qui sont faits ici. Alors, on est plus sur du transport automatisé au service des collectivités, mais c'est un premier champ. Après, nous, chez OP Mobility, notre challenge, c'est que la voiture, elle reste désirable et qu'on arrive à cacher tous ces capteurs, qu'on arrive, que ce soit des lidars, surtout des radars, qu'on les cache derrière le plastique. Comme ça, les stylistes, ils font ce qu'ils veulent. Et après, on s'engage sur un certain niveau de transparence qu'on contrôle dans nos usines en France et à l'international, mais aujourd'hui en France, pour les livrer à l'ADN aux différents stylistes ou à Guyancourt. Mais ça veut dire sur l'Europe, donc j'ai évoqué quand même la croissance des volumes des voitures avec un niveau de 2+, donc ce qui est rassurant, mais ça reste un peu le ceiling pour l'Europe, donc les niveaux 3, 4, c'est pas un 26. Non, je pense, de ma perception, non. Après, effectivement, la concurrence mondiale, et pour ne pas l'évoquer, la Chine, ils commencent à faire du highway chauffeur avec 7 caméras sur des véhicules de segment d'entrée. Donc cette compétition et puis toutes les évolutions que l'on fait dans le logiciel ou dans les architectures qui permettent de faire tourner ces logiciels en termes de puissance de calcul vont peut-être permettre cette démocratisation. Après, reste à voir dans l'acceptation européenne le niveau de sécurité qu'un système avec uniquement cette caméra peut offrir, ou alors du moins quelles sont les conditions météorologiques ou environnementales dans lesquelles le système doit absolument être désactivé, puisque pour le coup en Europe on a quand même cette prise en compte sociale et cette sécurité, c'est le fer de lance de plusieurs constructeurs et qu'il faut qu'on garde. Et d'ailleurs, pour rebondir là-dessus, très concrètement, Stellantis démarre des phases de test, alors avec 2 véhicules e-Traveler Peugeot au Luxembourg, en partenariat avec Pony AI. Donc là, c'est du robot-taxi niveau 4. Donc, clairement, la réglementation ne l'autorise pas de manière généralisée, mais les phases de test ont été autorisées et elles démarrent dès la fin de cette année. Et peut-être pour préciser le modèle, c'est que dans cette approche de robotaxi, Stellantis propose une base qu'on appelle EDI Ready Platform, c'est-à-dire une plateforme qui est prédisposée avec toutes les redondances nécessaires à la safety liée à l'usage L4. Et ensuite, le partenaire rajoute les briques liées aux capteurs intelligents et donc à toute la partie ADAS L4 qui vient se plugger sur ces interfaces qu'on conçoit le plus standard possible. Très bien. Une autre façon de regarder les SDV, c'est aussi la connectivité. On a 1,5 milliard voitures sur les routes mondialement. Et on attend qu'en 2028, la moitié de ces voitures va être connectée. Donc ça donne quand même énormément de données, un grand accès aux voitures et c'est bien sûr très très intéressant pour les services, aussi pour le leasing, pour la gestion des flottes. Donc Amélie, en termes de connectivité, quel est sur l'horizon encore sur les services? Oui, tout à fait, Thomas. Effectivement, on travaille activement sur la partie connectivité. Le Data Act qui est en place depuis septembre, effectivement, ouvre l'accès effectivement à énormément de nouveaux produits et services liés à cette donnée, même si c'est un verrou qui saute, mais il y a aussi beaucoup de travail à faire derrière. Et donc effectivement, les sociétés de leasing se trouvent quand même un accès privilégié à ces données sur la partie flotte, puisqu'effectivement on est propriétaire des véhicules et on connaît quand même parfaitement l'usage de ces flottes et les besoins de nos clients entreprises.
Donc effectivement, on a un accès vraiment important et on voit de plus en plus les constructeurs réalisent qu'ils doivent passer par nous puisque les flottes veulent une solution assez agnostique, multimarque. Elles ne veulent pas une seule solution avec un seul constructeur, donc elles veulent quelque chose d'agrégé. Et ça passe effectivement soit par les sociétés de leasing, soit par les sociétés tech, mais qui n'ont pas forcément une connaissance du marché. Donc en termes de services, c'est différents services possibles. Bon, le premier est autour du coût, hein, du TCO, du fameux TCO. Donc pour optimiser ce TCO-là, le coût, la recharge aussi bien sûr, la consommation énergétique, faciliter la recharge. On parle de beaucoup de plug and charge par exemple, de smart charging, load balancing, donc toutes ces données effectivement du véhicule. Toutes les données aussi autour de la batterie hein, et de son état à la fin des cycles de leasing, donc le state of health. Et donc on travaille avec beaucoup d'acteurs aussi sur ce sujet-là, connectés ou non connectés, mais c'est très intéressant de travailler avec ça, sur ce sujet-là, qui a un impact sur la valeur résiduelle, hein, effectivement. Et on travaille énormément aussi sur des données, notamment pour les véhicules utilitaires, toutes les données d'immobilisation relatives à la maintenance prédictive, etc. Et ça, de plus en plus d'acteurs demandent ce genre de service. Donc l'utilisation des données pour effectivement comprendre comment fonctionne leur flotte de véhicules utilitaires et prendre des actions directes pour effectivement réparer en avance, maintenir en avance, réparer plus rapidement et puis effectivement limiter l'immobilisation des véhicules. Ça, c'est une donnée essentielle pour ce type de flotte. Voilà. Si je peux double-cliquer là sur ce que tu viens d'évoquer, Mona et moi, on a un passé commun à la Connected Services Business Unit, donc ça nous ramène à cette question de connectivité. On a beaucoup critiqué ce matin les réglementations et que trop de réglementations tuaient un petit peu la créativité. Pour le coup, il y a une réglementation qui s'appelle le Battery Passport, le Digital Battery Passport, qui va obliger un certain niveau de connectivité et de transparence. Je reviens sur ce niveau de connectivité et puis par rapport au leasing de flotte de véhicules particuliers que tu évoquais, si nous, au PI Mobility, on sert également le transport lourd, les bus et les camions, là au niveau d'un gestionnaire de flotte de ce type de véhicules, on va pouvoir effectivement faire du swapping entre les usages de différents bus sur différents parcours pour maximiser la durée de vie de l'ensemble du parc des batteries et aller au-delà des 8 ans, 9 ans sur lesquels on s'engage. En monitorant effectivement leur usage réel et leur state of health. On va pouvoir faire également du dynamic state of charge, c'est-à-dire au début de la vie de la batterie, n'autoriser, comme vous l'avez la fonction sur vos téléphones, que jusqu'à 80% de charge, et plus la batterie vieillissant à réaugmenter jusqu'au 100%, encore une fois, dans une logique vertueuse de dire je vais pouvoir faire durer cette batterie plus longtemps. Donc c'est un petit peu ça le cheval de bataille. Et là, pour le coup, le Digital Battery Passport nous offre ce premier niveau de connectivité pour qu'on puisse déployer ce type de solution. Tu l'as évoqué également, la maintenance, quand on a des flottes à l'autre bout de l'Europe, on ne va peut-être pas immobiliser des modules et des pièces de rechange là-bas. Le prognostic permet d'envoyer juste au bon moment les pièces pour que toute la chaîne et le total cost of usage du leaser ou de l'opérateur de flotte soit le plus réduit possible. Oui, tout à fait. Et peut-être aussi quelque chose à ajouter, effectivement, il y a beaucoup de demandes de nos clients sur le CO2 également, pour avoir effectivement un reporting CO2 assez proche de la réalité et loin des données WLTP, et on le sait, qui ne sont pas tout à fait représentatives de la réalité. Donc il y a vraiment cet usage aussi des données pour avoir un reporting le plus près de la réalité. Je voulais reprendre rapidement un peu le sujet des services, parce que Christophe Périllat nous a rappelé le fait que l'industrie en Europe n'est pas en croissance, donc il faut chercher d'autres poches de valeur et bien sûr tout le monde veut bien s'engager dans les services. Marlène, peut-être de ton avis ou de ta perspective, quels sont les services pour un constructeur comme Stellantis qui sont intéressants, où il faut s'engager, et comment est-ce que ça peut aussi bien boucler avec les perspectives de gestion des flottes?
Parce qu'effectivement, Amélie a mentionné beaucoup de cas d'usage qui intéressent n'importe quel utilisateur. L'idée avant tout, c'est vraiment de positionner l'utilisateur au centre du choix de ces services. Et globalement, dans nos choix technologiques, on va vraiment choisir ce qui va fluidifier, simplifier le quotidien de l'usager. Donc c'est vraiment ça qui drive nos choix technologiques. On n'est pas à faire une course à la technologie. Les systèmes doivent devenir hyper transparents. Mais je rajouterai un point, c'est qu'en fait, les services connectés, ça repose aussi beaucoup sur la qualité du réseau et sur le fait que le réseau puisse fonctionner dans toutes les situations, toutes les régions, quels que soient les niveaux de couverture. Et donc, je mentionnerai également des travaux collaboratifs qui ont été faits entre Stellantis et Valeo sur la connexion satellite, par exemple, pour vérifier la capacité d'interopérabilité et vérifier justement cette facilité de pouvoir passer directement de la connectivité terrestre à la connectivité satellite pour avoir cette continuité. Alors, c'est plutôt pensé pour des situations d'urgence aujourd'hui, mais c'est aussi des prérequis qui servent en fait à la perspective du véhicule autonome de demain. Donc on est en train de préparer le futur aussi grâce à ça. Oui, si je peux rebondir sur ce sujet, effectivement, je suis tout à fait d'accord. Il faut vraiment se rapprocher du besoin, en fait, de l'usage final. Et ce que nous, on essaye de faire, effectivement, on est en lien vraiment avec nos clients, c'est de co-construire, en fait, tous ces sujets. Et notamment, je peux donner un peu un exemple d'un partenariat qu'on a avec Amazon. Donc on est le partenaire principal d'Amazon en Europe, et en fait on a compris effectivement leurs besoins, puisqu'effectivement il faut qu'on, je dirais, duplique tout l'engagement que eux-mêmes ont avec leurs clients, avec nous, nos réseaux, notre réseau de garages, de réparation, etc. Et en fait, il faut avoir effectivement des SLA, des KPI très très courts, très très exigeants. Et donc, ça demande de repenser tout, de monitorer ça effectivement avec de la donnée, le plus en temps réel. Donc, on a vraiment créé des nouveaux services, des nouveaux produits dédiés à ce type de grosse flotte utilitaire. On le fait aussi avec d'autres types de clients, bien entendu. Mais voilà, ça montre, c'est un cas, un exemple qui montre qu'on peut construire des services complètement adaptés à certains clients et à leurs besoins. Donc, Amélie, tu as évoqué le partenariat avec Amazon. On a écouté le partenariat avec Pony. Donc, il y a assez souvent la notion de l'écosystème d'innovation aujourd'hui dans l'industrie automobile. Donc, sachant qu'il y a beaucoup de champs d'innovation et c'est impossible pour un acteur seul de faire tous sans support. Donc, comment est-ce que vous voyez un peu tout le monde sur la table ronde ici, cet écosystème, l'innovation changer, s'adapter, évoluer dans l'automobile? Donc, quelle va être la répartition d'innovation entre les constructeurs, les équipementiers aussi de la tech et les services? Donc, comment est-ce que vous voyez cet écosystème évoluer? En fait, on est vraiment dans un moment un peu charnière, très intéressant, de transition. Que ce soit les équipementiers, les constructeurs ont énormément investi sur cette transition énergétique. Donc effectivement, ils ont peut-être moins de place pour l'innovation et l'investissement. C'est le cas aussi des sociétés de leasing. On doit faire face à cette nouvelle transition et s'adapter aussi. Et donc, effectivement, l'innovation, je dirais, pour 2026, c'est plutôt une innovation choisie. Donc, on ne peut pas effectivement aller n'importe où. On doit réfléchir vraiment à où est-ce que ça fait du sens par rapport à nous, notre place dans l'écosystème. Où est-ce qu'effectivement ça génère de la valeur pour nos clients. Donc, je rebondis sur ce qu'on a dit tout à l'heure sur construire avec
avec le client, qu'est-ce qui fait du sens pour eux. Et sur la partie, je dirais, données, il y a quand même énormément de choses à faire. Et moi, je vois vraiment une sorte de partenariat de tout cet écosystème entre eux, effectivement, les constructeurs, les équipementiers, bien entendu, mais les sociétés de leasing, éventuellement même avec les clients eux-mêmes, hein, puisqu'ils ont de temps en temps des besoins particuliers. Clarifier effectivement la solution target, comment on répartit aussi les responsabilités dans la gouvernance des données, avoir des API pour avoir un système ouvert, ou avoir même des kits des kits relatifs à la donnée pour savoir vraiment comment on va l'utiliser, quelle est, je dirais, les guidelines concrètes pour utiliser cette donnée et leur donner une vie concrète. Donc effectivement, il y a énormément de choses à créer et repartir du besoin client qui est l'essentiel pour moi. Je pourrais ajouter, en fait, on voit quelque chose de très intéressant. La répartition des rôles entre les constructeurs, équipementiers et les acteurs technologiques a évolué très vite. Donc aujourd'hui, on ne travaille plus dans un modèle linéaire. Ça veut dire on n'attend pas, il n'y a pas un RFQ, après on attend, on répond, ça c'est accepté, on développe. En fait, nous, on a passé vraiment d'un vrai écosystème de co-innovation. Ce qu'on voit par exemple aujourd'hui chez Hapting, chez Forvia, les projets qu'ils ont bien réussi quand on travaille avec les constructeurs et les développeurs d'appli, c'est les projets sur lesquels on a commencé à travailler tous les trois ensemble, depuis le début. Quelle est la valeur que je cherche pour mon client? Comment on fait répartition des rôles, les responsabilités? Et ensuite, qu'est-ce que j'attends pour délivrer? Quand on regarde l'écosystème des applications, les applis embarquées, les App Store dans les voitures, on peut le voir un peu comme un triangle. Donc, il y a le constructeur qui définit le positionnement de la marque, comment il souhaite différencier un modèle ou une marque de voiture par rapport à contenu dans la voiture. Il y a le développeur d'applications qui vont ensuite adapter ces applications pour l'usage automobile. On ne parle plus de smartphone, hein. On est vraiment dans l'usage automobile. On ne parle pas de projection, on n'a plus besoin de téléphone portable. Et ensuite, le troisième acteur, c'est nous, c'est les équipementiers ou les acteurs technologiques qui intègrent, qui certifient et qui intègrent. Donc, en fait, c'est vraiment un travail de co-innovation et co-création depuis le début ensemble et qui change complètement le modèle linéaire qu'on avait l'habitude dans le passé. Ça veut aussi dire, je te laisse répondre Yannick, mais ça veut aussi dire si on travaille dans ce triangle, les business models, ça va évoluer. Donc, il faut accepter que parfois, on est tier 1, peut-être parfois, on est au deuxième rang ou un peu entre les deux, ou 0,5 si on est l'intégrateur. Mais il faut accepter d'être beaucoup plus flexible sur le mode de s'engager. Exactement. Au sein de la PFA, on a beaucoup réfléchi à travers le comité de recherche automobile, quelle était la différence de l'efficience de la R&D européenne, si ce n'est française, par rapport aux asiatiques, si ce n'est chinoises. Et on a, d'ailleurs, c'est accessible sur le site de la PFA, tout un constat des différences de comportement, effectivement, constructeurs, équipementiers et utilisateurs final. Il y a 8 ou 9 recommandations, je ne vais pas toutes les citer là, mais effectivement, cette notion de partenariat, de co-conception et de groupes très réactifs. Alors effectivement, de 9h à 21h, 6 jours par semaine, avec des rythmes qui sont peut-être un petit peu différents, mais quand il y a un problème, on ne cherche pas quel est le coupable, on cherche comment le résoudre le plus vite que le client ne le voit plus. Après, on verra comment le régler. Mais c'est cet engagement de livrer le bon produit en co-conception, en co-innovation qui fait sens. Je pense qu'également, en 2025, avec les outils de PLM étendus, cette notion de continuité digitale qu'on est en train de vouloir avoir depuis le premier dessin jusqu'à la end of life, avec tous les services que tu as pu évoquer, ça commence par cette entreprise étendue et pas une RFQ et je réponds à une RFQ, etc., etc. Donc, évidemment, il y a de la sélection entre les différents fournisseurs, équipementiers, systémiers experts, mais il y a moyen de trouver des modes de
de partage de données, de partage d'innovation et après de données pour l'IA, hein, parce que l'IA va quand même un petit peu transformer la manière dont on va travailler déjà en 2025 et encore plus en 2026. Donc cette notion d'entreprise étendue qui partage plus de données dans un mode moins séquentiel, je pense que c'est un des verrous clés qui va changer très rapidement. Et peut-être pour compléter, effectivement, dans cette idée sur les domaines les plus stratégiques, de commencer des partenariats très tôt. On a par exemple sur les domaines des chimies de batteries en rupture, alors même si le marché de l'électrique n'est pas encore au niveau qu'on attend, on se doit de réfléchir au coup d'après. Donc on engage des partenariats très tôt avec des startups. Alors c'est le cas par exemple, Stellantis a un partenariat avec Tiamat qui travaille sur le sodium-ion, donc c'est une startup française. Donc voilà, on n'a pas encore l'horizon de temps, mais on prépare et on essaye aussi de se prémunir à toutes ces questions de dépendance aux matériaux critiques, par exemple. Et donc ça fait le lien aussi avec ce qu'on a vu juste avant sur l'Automotive Lab, qui est une initiative justement pour venir capter les idées intéressantes de l'écosystème français et de s'assurer qu'elles viennent alimenter les constructeurs, les équipementiers français avant tout. Et donc nous, chez Stellantis, on a une équipe Venture Studio qui va venir prendre le relais pour les accompagner et puis venir les aider à attirer le potentiel maximum dans l'intégration et leur phase de scale-up. Nous, sur ce même modèle, on a été à la régionalisation. On a des hubs d'accélération, un aux États-Unis, un en Europe et deux en Asie. Parce qu'effectivement, trouver l'innovation, elle n'est pas que localisée à Paris, elle n'est pas que localisée à Shanghai. Et du coup, en fonction des usages qui peuvent être différents, enfin, Stellantis, marque mondiale, mais on est tous des acteurs mondiaux, entre un pick-up truck et une Citroën Ami, vous n'avez pas forcément les mêmes usages, c'est une lapalissade. Et donc, en fonction de ces besoins de ces différents marchés, trouver la bonne adéquation de partenariat avec une start-up ou peut-être une société déjà un petit peu scale-up, ça faisait complètement sens d'être régionalisé, de pouvoir accélérer, de tester localement des innovations par rapport à de l'appétence qui est différente. Si on prend les écrans qui sont à l'extérieur, je parle bien à l'extérieur, désolé, à l'extérieur du véhicule, ce qu'on voit en Chine, ça n'existe pas encore en Europe, ça n'existe pas aux États-Unis, c'est pas forcément demandé en disant mais pourquoi vous mettez un écran là à une zone où c'est quasi un pare-choc. Bon, cette communication véhicule to X, est-ce que ça va prendre, est-ce que ça sera répandu? Les Indiens sont en train d'essayer de copier un petit peu, donc peut-être que ça se répandra, mais du coup il y a une réponse qui va être régionalisée et différenciée. Et donc en termes d'innovation, Thomas, je pense qu'il faut vraiment effectivement avoir les yeux de partout, sur les marchés, en tout cas où on veut pouvoir jouer. Peut-être juste pour aussi compléter et aller dans ton sens, je pense qu'effectivement, il va falloir se poser la question parce qu'on ne peut pas investir un peu partout. Et en fait, se poser la question effectivement de est-ce qu'on fait nous-mêmes ou on achète, hein, donc le make or buy. Et on voit de plus en plus une tendance à ce qu'on appelle le client venturing, c'est-à-dire qu'en fait, on achète, on travaille avec soit des startups, soit des scale-up, soit des sociétés plus établies, parce qu'effectivement, on ne peut pas tout faire et investir et voilà, mettre du capex sur la table. Donc effectivement, on voit de plus en plus de sociétés, alors c'est nous les sociétés de leasing, mais aussi c'est plus les constructeurs et les équipementiers, travailler avec des startups, travailler avec des scale-up pour agréger ces services-là et être plus rapide aussi hein, en termes de mise sur le marché. C'est très important et il faut être très ouvert à ça. Donc nous, on écoute vraiment le marché et ce qui se passe et d'où l'intérêt de cette Automotive Lab ou d'autres labs dans la mobilité. J'ai entendu un peu la régionalisation, la Chine. On a beaucoup regardé pourquoi les constructeurs chinois ils sont capables de développer une voiture en 24 mois. Il y a plein de bonnes raisons pour faire ça, mais une raison, bien sûr, c'est aussi cette capacité de partenariat, de co-innovation, de travailler ensemble avec l'écosystème. Quand nous avons regardé l'Europe et les différences, on a quand même beaucoup évoqué des freins en termes de continuité digitale que tu as évoqué, les formats communs d'échange des données, mais aussi, par exemple, la discussion qui va être le propriétaire du capital intellectuel. Donc, il y a quand même, disons, des approches un peu différentes en Europe.
Est-ce que vous pensez que l'on est prêt à prendre plus de risques pour accélérer, pour s'ouvrir à ces écosystèmes-là? Donc, est-ce que c'est en train de changer en Europe? Tu me regardes, Thomas, donc je vais prendre le micro et je vais répondre. L'ADN de OP Mobility, ça s'est construit sur l'innovation. L'innovation sur le produit, sur le process et sur, effectivement, la famille Burel, c'est prendre des risques. Si je parle d'hub, de régionalisation et combien ça coûte de mettre ces 4 hubs, parce qu'effectivement, à un moment donné, on ne peut pas tout faire, c'est une volonté de la direction pour justement suivre les tendances. Quand on voit des véhicules Lamy, on a accompagné Stellantis pour toute la carrosserie de Lamy, c'était un pari. Quand il y a eu les premiers sketchs, personne ne pouvait dire vous allez en vendre 90 ou vous allez en vendre 90 000. Donc suivre les marchés et redonner justement aux managing directors des régions l'aspect marketing de qu'est-ce que veut mon client, c'est quoi le business model que je peux avoir là-bas, avoir des boucles de décision très, très courtes. Je pense que c'est ça la volonté, en tout cas côté OP Mobility, de nos dirigeants pour faire l'innovation de manière pragmatique, là où elle a raison d'être par rapport aux attentes de ce marché-là. Et oui, effectivement, l'IP ou la gestion de l'IP, tel qu'on l'a fait de manière ultra centralisée en comparant combien de brevets tu as posé l'année dernière par rapport à combien de petits brevets on a pu essayer de suivre. C'est pas une question en Chine. Ils n'ont que des utility models et donc ils ne se comparent pas là-dessus. Mais le brevet, c'est presque un droit à interdire plutôt qu'un droit à faire. Donc, faisons les partenariats, peut-être achetons les licences quand effectivement il y a une technologie qui existe, qui est mature, et qu'au lieu de la redévelopper en interne et d'essayer de contourner ces droits à interdire, le fait de travailler en partenariat, c'est peut-être ça qui va permettre de redonner de la différenciation, parce que finalement, in fine, qu'est-ce qu'on cherche? C'est à se différencier sur le produit, le process, pour que ça soit moins cher, pour que ça soit plus, je l'ai évoqué tout à l'heure, plus léger, sur les battery packs, pour revenir à la question du début. Injection continue en fibre de verre plus résine, ça permet de réduire le prix, le CO2 et le poids du casing du battery pack. Ça, c'est bien une innovation produit-process qu'on ne fait pas tout seul. Il y a besoin de logiciels pour dire comment on va faire cette injection. Il y a besoin de machines à injection. On ne fait pas tout en interne. Et c'est bien en allant chercher des partenaires là où ils sont, voire les comparer entre régions. Sur certains aspects de contrôle qualité, on peut jouer à ça. Qu'on arrivera à se différencier et à être bien positionné pour la compétition pour les 100 ans à venir, quoi. Je voulais juste ajouter un mot. En fait, effectivement, c'est le partenariat et aussi c'est un changement de mindset. Parce qu'on a un peu l'habitude dans l'automobile de timeline assez longue. En fait, on a l'habitude de parler 2 ans, 3 ans, 5 ans, 10 ans. Donc là, on vient sur les cycles de vie beaucoup plus courts. Ça veut dire que je lance une innovation avec les partenaires. Je mesure 3 mois, ça marche, 6 mois, ça marche pas. On passe sur d'autres choses. Je pense que c'est un changement de mindset, on le voit. Moi, je gère une start-up au sein de Forvia. On le voit d'ailleurs dans le monde des start-up et à la fois dans l'entreprise. On commence à prendre l'habitude de ça. Les cycles sont plus courts et on accepte à avoir des échecs très très rapidement. Ça veut dire dès qu'on voit que ça ne marche pas, on arrive à tuer le produit ou le service et lancer d'autres choses. Donc pour moi, c'est un peu un changement de mindset aussi. Oui, petit complément par rapport à ça. Effectivement, il faut être très agile. Donc, ça suppose effectivement d'être proche du marché, avoir une approche assez régionalisée. Après, c'est contrebalancé effectivement par l'investissement massif qui est nécessaire, notamment pour les plateformes digitales. Et effectivement, il faut avoir une vision, je dirais, un petit peu ambivalente, à la fois internationale en termes d'investissement, mais aussi une adaptation au marché, aux besoins des clients qui peuvent être différents d'un marché à un autre. Mais voilà, la contrainte, c'est quand même aussi à la fin l'investissement nécessaire. Et on ne peut pas dupliquer faire une plateforme par région, par marché, c'est impossible. Donc effectivement, ça demande, quand on est au niveau international, un grand écart constant pour comprendre quel est le dénominateur commun nécessaire entre les différents marchés. Très bien. Donc, on approche la fin de la table ronde. Je veux déjà remercier Marlène, Mona, Yannick, Amélie de m'avoir rejoint sur cette table ronde passionnante. Avant de repasser le microphone à Christophe, la première question de Christophe, c'était est-ce que 2026, ça va être une année plutôt disruptive ou une année dont l'évolution continue, l'évolution incrémentale, donc juste comme petit mot de clôture de cette table ronde, disruptif ou incrémental, l'année 26?
Avec toutes les annonces de Stellantis sur les perspectives sur le robotaxi, je pense qu'on peut dire disruptif. Je dirais aussi disruptive, très positive, avec beaucoup de dynamisme et beaucoup d'énergie. J'ai un petit peu répondu tout à l'heure, des accélérations, des très fortes accélérations. Est-ce qu'on va jusqu'au Dirac de disruption? Peut-être pas, mais en tout cas, ce n'est pas de l'amélioration continue pépère. C'est vraiment une très forte accélération de l'innovation pour se différencier. Et je confirmerai effectivement disruptif. Et je préciserai effectivement que ça sera plutôt sur l'intelligence artificielle. En fait, il faut vraiment, je dirais, d'un point de vue efficacité opérationnelle, y aller, mais aussi service pour nos clients également. Parfait, donc c'est un bon mot de transition parce que la prochaine table ronde va s'inscrire sur l'intelligence artificielle. Mais pour rebondir sur la question d'origine, donc on verra plutôt une année disruptive pour 2026. Merci beaucoup à vous tous. Merci beaucoup. Merci.